Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous allons aborder notre deuxième sujet, parler de Madagascar, avec le Premier ministre qui a présenté la feuille de route de la transition. Mais bien avant de parler de Madagascar, nous allons faire un dernier tour de table sur le Gabon. Nos invités avaient encore quelques remarques à partager avec nous avant qu'on aille à la pause. Je commence par vous, Gabin. Vous étiez en train de parler justement de cette condamnation rapidement. Oui, moi je me dis, puisque ce qui s'est passé, on peut l'assimiler quand même à un crime contre l'humanité, comme l'a dit le grand frère Robert Kosigan. C'est tout à fait normal, hein, les 15 ans, les 20 mois, les 25 mois, d'autres ont même été condamnés avec sursis. Et je me dis qu'ils s'en ont très bien sortis. Et je disais que j'étais resté sur ma faim parce que je m'attendais à mieux de la part de Brice Oligui Nguema, mais c'est une manière aussi pour lui d'arriver à se sortir de ce lot-là, parce que lui-même, il est impliqué. Il a fait plusieurs années de gestion. C'est lui-même qui tenait la valise de Bongo père jusqu'à Bongo fils et tout ça. D'être proche des Bongo ne veut pas dire forcément. Même côté famille, il est beaucoup plus proche Ça ne veut pas dire qu'il est impliqué dans les malversations financières. Quoi qu'il en soit, lui-même, avant de prendre le pouvoir, il n'a pas déclaré ses biens. Il n'a pas déclaré ses biens. Donc ça prouve tout. Et les gens parlaient de ses appartements aux États-Unis, Canada, de ses biens et tout ça. Vous n'allez pas me dire quand même que quelqu'un qui a été aide de camp pendant des dizaines d'années de ce régime-là ne va quand même pas amasser assez de fonds. Imaginez quelqu'un, le jeune Sali Aliou, qui est venu à peine quelques années et puis il a amassé des centaines de milliards. Imaginez quelqu'un qui est là depuis des dizaines d'années et qui est proche de la famille de par ses liens de parenté aussi. Donc ça pose problème. Peut-être c'est à cause de ses liens de parenté aussi que il a fait extirper la famille Bongo du Gabon. Sinon en réalité, les vrais criminels, c'est la famille Bongo quand même. Vous voyez un peu des gens qui acquièrent des appartements à 80 milliards à Rabat, alors que ils n'y habitent presque jamais. Donc tout ça, c'est du gaspillage. C'est pourquoi je dis, ce qu'on a entendu au Gabon là, il y en a plein dans les pays africains. Hein. C'est juste pour le Gabon qu'on a entendu. Dans plein de pays africains, il y en a. Donc c'est pourquoi je dis que en Afrique, nos dirigeants ont très mauvais rapport avec l'argent et le pouvoir. Ils ne savent pas ce qu'il faut faire et on est en train de courir derrière les Blancs pour venir nous offrir des forages, des Blancs qui construisent des latrines dans nos villages et puis on danse, et des choses comme ça, alors que des gens dorment avec des centaines de milliards dans leur chambre. Donc, à un moment donné, je pense qu'il va falloir changer de paradigme. Oligui Nguema, il a débuté quelque chose, même si je ne suis pas satisfait. Au moins, lui, il a fait quelque chose. Maintenant, il revient aux autres pays africains d'arriver maintenant à changer de donne parce qu'on ne va pas à chaque moment tendre les mains aux bailleurs de fonds alors que nous avons nous-mêmes des milliards, nous avons plus que le budget de nos pays dans nos chambres. Merci à un moment donné, il faut arrêter. À vous, Gabin Adjaro, Robert Kosigan, a-t-il quelque chose à ajouter? Je pense que le président Oligui Nguema a péché contre le Gabon. Parce que... En ouvrant plutôt ce procès? Non, pas du tout. En laissant partir... alors les siphonneurs de l'économie gabonaise. Je ne suis pas sûr que si il avait pensé qu'il laissait partir en ce moment des criminels de haut rang. Vous voyez, aujourd'hui, ça voudrait dire que c'est un truc prémédité. La femme et son fils Nouridine sont des criminels de haut rang. Vous voyez, sans gêne, ils parlent devant les micros qu'ils ont été torturés, il a une caméra cachée, il a filmé les choses et tout. Une manière de prendre la forme là, d'aller sur la forme de torture pour cacher la honte qu'ils ont causée à eux-mêmes. Mais je pense que Oligui Nguema ne devrait pas les laisser partir. Parce que eux-mêmes, la famille Bongo, le père Ali Bongo, a jeté en prison des Gabonais qui croupissent toujours dans les géoles gabonaises. Pourquoi eux ils ne sont pas sortis et eux là, c'est des prisonniers VIP ou quoi? On les laisse partir au nom de quoi? Et donc aujourd'hui, tout cet argent est parti. Alors quelle est la leçon que le jeune Gabonais peut tirer? Quel est l'honneur que Oligui Nguema veut tirer alors de ces jugements en laissant partir alors ceux qui ont même causé tout ce trou dans l'économie gabonaise? Je pense quand même que ce procès, on doit l'ouvrir contre Oligui Nguema pour recel. Voilà, pour recel. Merci pas beaucoup. Un homme de drame, mais on doit aussi le juger pour recel. Merci beaucoup. Voilà. Oui, très rapidement.
Non, mais moi, je crois que c'est trop tôt de faire un procès à l'actuel président, même s'il a participé à la gouvernance sous le père et le fils. Donc là, du moment où les faits ne sont pas encore, les faits compromettants ne sont pas établis contre lui, donc il ne faudrait pas aller vite en besogne. Mais moi, ce que je voudrais que la justice gabonaise fasse, c'est de faire exécuter les mandats d'arrêt contre Sylvia Bongo et puis Noureddine pour qu'ils viennent également purger leur peine au Gabon et qu'ils rendent également compte de leur gestion. Il y a assez de biens qui ont été saisis pour ceux qui ont été condamnés après 8 jours de procès, mais toujours est-il qu'il y a également des non-dits. Que la justice continue son travail et que les Gabonais, ceux qui sont aujourd'hui à la tête du Gabon, puissent se donner les moyens pour exécuter ce qu'on appelle le principe de redevabilité. Qu'ils soient conscients qu'un jour ou l'autre, ils doivent rendre compte de leur gestion. Merci beaucoup. À vous, Credo Tété, je reste avec vous. Vous parlez à présent de Madagascar avec le Premier ministre qui a présenté devant l'Assemblée nationale la feuille de route de la transition. Le Premier ministre gabonais était devant les députés ce mardi avec les détails sur la politique générale de l'État pour la refondation. Une politique générale qui s'articule autour de 5 étape principale en 24 mois, à commencer par la réforme du cadre juridique jusqu'à l'organisation des élections de fin de transition, ou du moins des élections de refondation, puisque c'est comme ça qu'ils appellent cette étape, avant que le président, l'actuel président, ne cède la main à son successeur. Oui, je crois qu'avec le programme qu'a déroulé le Premier ministre malgache, on retient que on aura une présidentielle d'ici 1 an et demi. Donc, il a également annoncé une concertation nationale qui va s'étaler sur une période d'1 mois à 6 mois. La révision des tests législatifs du pays pour une meilleure, je suppose, pour une meilleure gouvernance. Il y a également la question de la réforme de la CENI, de la Commission électorale nationale indépendante, qui va organiser les prochaines présidentielles. Mais également, il a annoncé de belles intentions. C'est de pouvoir parvenir à résoudre les problèmes graves auxquels fait face le Madagascar aujourd'hui, notamment en faisant allusion à l'approvisionnement en eau, en électricité et en faisant également une bonne politique de lutte contre la sécheresse. Voilà les grands chantiers que le Premier ministre malgache a énumérés. Vivement que dans le volet concertation nationale, qu'on puisse permettre à toutes les composantes de la société malgache de s'exprimer et de faire la synthèse des besoins exprimés par les populations pour un meilleur suivi. Merci beaucoup. À vous, Credo Tété. Alors, Gabin Adjaro, le Premier ministre malgache, était face aux députés ce mardi pour la présentation de sa politique générale pour la refondation de Madagascar. 24 mois pour tout faire. On commence par les concertations nationales annoncées dans les 6 premiers mois qui seront suivis par une réforme du cadre juridique. Après, ce sera l'organisation du référendum à partir de 1 an à 15 mois. Et puis après, l'organisation des élections de fin de transition. Et puis les derniers mois pour organiser la passation entre l'actuel président et son successeur. Encore d'autres usurpateurs du pouvoir qui veulent se faire voir. J'ai l'impression qu'à chaque moment que ce genre de situation se produise, moi je pense que ceux-là ils pensent que le peuple est dupe et donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent et étaler des programmes et tout ça, mais on sait très bien ce qu'ils vont faire. Quelle passation? Il n'y aura pas de passation, c'est Ratrianinana, quelque chose du genre là. C'est lui qui va toujours Randrianirina. Voilà. Le colonel Michael. Voilà. Non, le colonel Michael. Je crois que c'est le colonel Michael. Là, c'est mieux. C'est lui qui sera président parce que lui au moins il n'a pas exclu d'être candidat aux prochaines élections. Donc, sachant qu'il n'y aura pas de passation. Donc ça c'est déjà pour le moment. Quoi qu'il en soit, c'est un coup d'État c'est un coup d'État qui a été fait. Moi, j'appelle ça usurpation du pouvoir parce que je l'ai toujours dit. Ce sont des gens qui à un moment donné savaient très bien que Rajoelina ne pouvait plus résister à la population et donc ils se sont ralliés du côté de la population. Alors qu'entre-temps, ce sont eux-mêmes qui avaient braqué leurs armes sur ces populations-là, les ont tués, ils ont fait des dizaines de morts.
d'accord. Donc aujourd'hui, si ces gens-là se muent en sauveurs de la population, j'attends de voir réellement ce qui va se passer. Et j'espère qu'ils n'ont pas oublié les revendications de ces peuples-là quand les gens étaient sortis dans la rue, parce que les gens réclamaient des choses. Et donc aujourd'hui, on a l'impression qu'ils ont oublié carrément ces choses-là et ils veulent refonder la République malgache. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas ce que les Malgaches attendent. Ils veulent des gens qui pourront leur apporter des solutions crédibles à leurs problèmes. Pas des gens qui vont venir comme quoi nous sommes en train de refonder la nation, nous allons établir un calendrier, nous allons ouvrir un cadre pour discuter des problèmes du pays. Ben, écoutez, les tests, Madagascar avait déjà de très bons tests et avait déjà toutes les institutions en place. Mais ce qui a poussé les populations à sortir dans la rue, ce sont des problèmes sociaux. Donc je pense qu'il faut beaucoup plus s'attaquer à ça. Laisser les institutions, refondation, tout ça. Il faut laisser tout ça. Certes, il faut organiser les élections, mais il faut laisser courir le temps, peut-être concertation avec les acteurs politiques, essayer de rassurer tout le monde pour aller à des élections crédibles et acceptées de tous. Là, au moins, on peut dire qu'il y a des institutions légitimes en place et donc on pourra établir un programme de telle sorte que les populations puissent être satisfaites en termes des besoins sociaux. Mais si on fait comme si c'est aujourd'hui que Madagascar a eu son indépendance et que c'est maintenant qu'on va refonder la nation. Moi, je suis totalement contre ce genre de choses. C'est pour perdre du temps à cette population-là. Pourquoi ne pas organiser les élections même dans 6 mois? Déjà, on va débourser assez de fonds pour organiser les concertations et tout ça. Sur une période de 6 mois déjà, c'est assez de fonds. Alors que les populations sont en train de réclamer des choses. Madagascar, n'oublions pas que c'est un pays qui est riche, certes, mais les populations sont très pauvres. Et donc, il faut aller à la satisfaction des besoins de cette population. Il faut aller à l'essentiel. Comment satisfaire les besoins de cette population si la population s'était à un certain moment soulevée contre l'ancien président et ont critiqué sa gestion? Il faut quand même les consulter, savoir dans le peu de temps que nous avons, puisqu'ils disent qu'au moins ils veulent faire, et au plus ils veulent faire 24 mois. Ça, en tout cas, le Premier ministre est resté ferme là-dessus. Savoir qu'est-ce qu'on peut faire dans les 24 mois qui répondent à vos préoccupations. Voilà le calendrier que nous nous proposons. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que c'est l'idée derrière ce découpage proposé. Non, écoutez, en tant que bon politicien, parce que déjà, moi je ne le vois plus, Michael, je ne le vois plus comme, je ne le vois plus comme un militaire, je le vois beaucoup plus comme un politique. Quand vous venez, vous faites un travail de recensement. Quand vous dites que vous allez rassembler les gens, vous concerter et tout ça pour prendre en compte leurs revendications, mais comment se fait-il qu'un dirigeant ne puisse pas connaître les aspirations de ces populations? C'est à lui de faire ce travail de recensement-là et de connaître les besoins primaires des populations et même les priorités même de ces populations-là et ensuite essayer d'apporter des solutions. C'est ce qu'il doit faire. Aujourd'hui, ce que les Malgaches... même 2 ans, mais les gens ne vont pas attendre 2 ans pour avoir de l'eau propre, pour avoir de l'électricité. Durant ces 2 ans, ils vont poser des actes au niveau du social. Ce que les Malgaches attendent aujourd'hui, lui aussi, il risque de vivre la même chose que Rajolina. Ce que les Malgaches attendent aujourd'hui, c'est qu'on leur propose un plan stratégique de développement, un plan à l'assainissement, un plan à l'accès des services publics. C'est ce qu'ils veulent aujourd'hui. Quand il va venir dire que non, j'ai financé tant, on va faire ci pendant telle période, on va faire tant. Je pense que c'est ce que les Malgaches veulent. Pas une concertation avec la classe politique. S'il veut aujourd'hui rencontrer des gens, est-ce que ceux-là qui étaient dans la rue, c'est eux qu'il va recevoir? Non. Ils feront sûrement c'est toujours ceux-là qui ont déjà mangé son rassasié qu'il va recevoir. Or, ce n'est pas ce qu'on veut. Qu'il apporte de bonnes solutions aux Malgaches et je pense que ceux-là seront satisfait. Mais s'il veut faire croire comme si ce qui se passe dans d'autres pays après les coups d'État, les institutions sont à plat, on va remettre tout en ordre, on va organiser les élections, on va refonder la République. Eux là, leur problème, c'est très profond. Et les Malgaches n'hésitent pas à rentrer dans la rue à chaque fois qu'il y a problème. N'oublions pas, je l'ai toujours dit, depuis l'époque de Philibert Tirana, c'est juste que des coups d'État. Tous les présidents sont partis par la rue. Donc, lui aussi, s'il ne fait pas attention, il ne va pas échapper
à ce sort-là. Je pense que c'est pour éviter justement cela qu'il présente ce plan de sortie, ce plan de refondation, Robert Kosigan-Akwete, un plan qui s'articule autour de 5 axes principaux ou bien 5 étapes principales. La première étape va du 1er au 6e mois, c'est les concertations nationales, d'ailleurs annoncées par le président déjà ce week-end, réitéré par le Premier ministre devant les députés. Après la concertation, il y aura une réforme du cadre juridique. C'est déjà à partir du 6e mois, du 6e jusqu'au 12e mois, donc dans la première année, on aura les concertations et la réforme du cadre juridique. Et dans la deuxième année, à partir du 12e mois jusqu'au 15e mois, on va organiser le référendum constitutionnel pour changer ou modifier la constitution, le réadapter. Et après cela, à partir du 15e mois, on organisera la présidentielle. Et après, à partir du 10e mois, du 18e plutôt mois, du 18e mois jusqu'au 24e mois, c'est-à-dire à la fin de la deuxième année, le président sortant passera la main, ainsi que tout son gouvernement, ils passeront la main au nouvel exécutif qui prendra le pouvoir. Oui, hein, c'est le copier-coller en Afrique. Hein. C'est le copier-coller en Afrique et tout ça intéresse plus la classe dirigeante, hein, la classe dirigeante et la classe noble, ceux qui vivent au biberon de l'État. C'est eux qui sont toujours privilégiés par rapport au grand nombre. Alors tout ça là, est-ce que ça va résoudre le problème d'eau, le problème d'infrastructure? Le Madagascar n'a plus d'infrastructure, ce qui fait que les investisseurs ont fui le pays. Maintenant, le travail, est-ce que ça va régler le problème de chômage? Moi je pense quand même que s'il faut faire des réformes, c'est faire des réformes qui touchent alors à l'économie, qui touche à l'emploi, qui réorganise l'emploi, qui réorganise la distribution des biens malgaches pour que voilà, tous les malgaches puissent avoir ce qui leur revient de droit et qu'ils aient alors les infrastructures, qu'ils aient alors les centres de santé avec un plateau technique adéquat, qu'ils ont les écoles, qu'ils ont alors tout ce qu'il faut, que les femmes la césarienne gratuite, que les jeunes filles ont peut-être l'école gratuite pour pouvoir alors s'instruire, puisqu'on ne peut pas faire de la démocratie sans que les gens ne soient instruits. C'est ça aussi le problème. Aujourd'hui, si nous avons tout un problème à organiser la démocratie, c'est parce que nous avons beaucoup de populations, un nombre important d'analphabètes qui ne comprennent rien, qui ne connaissent pas leurs droits surtout, et qui ne savent pas pourquoi il faut aller aux élections. C'est ça le réel problème. Maintenant, tout ce déroulé-là qui va se passer sur 24 mois n'intéresse pas, au fait, le grand nombre, non. Ceux qui manquent d'eau, ceux qui manquent d'électricité, ceux qui n'ont pas de route pour alors faire du commerce, ceux qui n'ont pas les salles de classe, ceux qui n'ont pas les centres de santé, en quoi tout cela les intéresse? Je pense quand même qu'il faut une fois alors faire un travail de fond. C'est-à-dire réformer même le système de partis politiques, réformer l'administration, réformer comment on gère l'économie malgache pour que voilà, on puisse s'attaquer aux réels problèmes malgaches que de dire que voilà, on va faire des concertations. Les concertations sont les salles de conférence qui seront louées avec de grands sous et cela n'intéresse pas le grand nombre. Moi, la prière que je fais, c'est que ce président-là soit un président réformateur qui alors va laisser un malgache qui va répondre aux aspirations profondes de sa population. Voilà. Alors, quand on a une Gen Z, par exemple, qui déjà au lendemain de la prise du pouvoir par le colonel Michael Randrianirina, qui estime qu'on lui vole peut-être sa victoire, qu'elle est déjà d'une certaine manière mise de côté, n'est-ce pas là l'occasion de rencontrer cette nouvelle génération et discuter avec elle pour voir quelles sont ses priorités, qu'est-ce qu'elle voudrait pour Madagascar? Un bon gouvernant connaît à peu près ce qu'il faut pour sa population. Sauf que celui-ci n'est pas un politicien. Ah mais oui, s'il a voulu prendre les rênes du malgache, c'est parce qu'il est capable de trouver des solutions aux jeunes, aux femmes, aux hommes malgaches. Alors, qu'est-ce qui intéresse aujourd'hui les jeunes? Pourquoi ils descendent dans les rues? C'est parce qu'ils manquent de tout. Il manque de l'eau, il manque de l'électricité, il manque des infrastructures de base, il manque alors des universités, des écoles, des centres de santé. C'est ça. Alors il faut commencer par, alors au moins, baliser le chemin pour que voilà, ce qui sera le président puisse alors continuer les réformes
qui vont peut-être interdire le détournement des fonds publics, qui vont alors pousser l'administration à être légère dans l'exécution des travaux, qui puissent alors apporter de l'eau, qui puissent apporter de l'électricité, les infrastructures, et attirer alors les investissements pour que le privé aussi marche, pour que les gens puissent travailler, les plus jeunes puissent travailler, puissent trouver affaire au Madagascar. Donc moi je pense quand même que parler avec les jeunes, réformer le système des élections, cela n'intéresse pas. Vous pensez que c'est beaucoup plus politique que ce que les gens attendaient? Beaucoup plus politique. Il faut des signaux forts. Il faut réformer alors le champ politique. Pour réformer le champ politique, il faut aussi réformer alors les finances, comment sortir l'argent, comment chercher l'argent, comment alors faire en sorte que tout argent qui est défarqué pour l'exécution des travaux puisse alors être fait avec beaucoup de rigueur. C'est ça qui intéresse les gens. Ce n'est pas seulement la politique, puisque à la fin, est-ce que les gens vont manger de la politique? Ce qui va causer que ça, peut-être encore 2 ou 3 ans, il y aura les mêmes causes qui vont produire les mêmes effets. Alors évitons ça. Merci beaucoup Robert Kosigan à côté Credo TT. Vous estimez aussi que cette réforme, ou bien du moins ce plan de gestion de la transition n'est pas adapté aux réalités des Malgaches? Non, mais moi je crois qu'il faut se départir de la politique politicienne. Donc il faut essayer de placer l'humain. Et lorsque je parle de l'humain, je parle du Malgache au centre des actions de développement. Donc si le colonel Michael a cette préoccupation, je crois qu'il arrivera rapidement à avoir l'assentiment des Malgaches. Et le plan de transition tel que présenté, pensez-vous qu'il répond à cette aspiration? Non, je crois qu'il y a assez de verrouillage et il y a assez, non seulement le verrouillage, mais il y a du coloriage aussi qui a été fait. Et je crois que c'est ce à quoi je faisais allusion en parlant de politique politicienne. Donc on veut le voir agir sur l'humain malgache. Donc on veut le voir pas réformer les tests législatifs. Les tests sont déjà là, donc on sait dans quelles conditions on organise les élections. Est-ce qu'il est excusable parce qu'il a arraché le pouvoir dans la rue? Donc je ne dirais pas qu'il est excusable, mais les Malgaches ont besoin de résultats. Et également, moi je suis de ceux qui pensent qu'il ne doit pas laisser de côté la Gen Z, parce que ce sont des jeunes qui étaient partis dans la rue, qui avaient des mobiles assez solides. Donc, essayer de prendre langue avec un noyau de cette jeunesse-là, ça va l'éclairer encore pour la définition des priorités. Les concertations qu'il a annoncées sont une bonne chose. Les concertations sont une bonne chose en soi. Maintenant, quelles sont les parties prenantes à ces concertations? C'est ça où il y a un travail de tamis qui doit être fait. Si c'est rassembler les acteurs politiques habituels, donc je dirais que ça c'est du folklore. Mais ceux qui étaient dans la rue, ceux qui ont permis pour qu'il arrache le pouvoir dans la rue par la force, pour qu'il puisse s'imposer aujourd'hui comme président par intérim de transition du Madagascar, donc il doit... Président de la refondation. Président de la refondation. Donc vous voyez, donc tous ces qualificatifs là, c'est pour nous berner, c'est pour essayer de nous chanter des chansons qui puissent endormir l'humain. Mais on veut le voir beaucoup plus sur le chantier du développement, de la réalisation des besoins des populations malgaches. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Il faut rappeler que pour le colonel Michael Randirani-Rina, ce n'était pas un coup d'État. Ils sont venus parachever un mouvement populaire et donneur de l'espoir aux Malgaches à travers cette refondation. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.